Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, je me fais le devoir de répondre à vos questions. Vous savez, la situation du Togo est très préoccupante et que tout Togolais qui aime son pays, tout Togolais soucieux du vivre ensemble, tout Togolais qui défend le bonheur collectif ne peut rester les bras croisés. C'est ça notre grande inquiétude et notre grande préoccupation. Quand tu prends le volet social aujourd'hui, quel est le train de vie des Togolais? Ça va de mal en pire. Tout est devenu cher. Les denrées de première nécessité ne sont plus à la portée des Togolais. Partout, vous rencontrez un Togolais à travers son regard. C'est-à-dire, on sent la misère, on sent la désolation, on sent le désespoir, on sent la tristesse. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple que tout le monde maîtrise le mieux, qui circule sur les réseaux sociaux. On n'invente rien. Le bidon d'huile jaune, qui était à 15 000 entre-temps, aujourd'hui est à 30 000. Le bol de gari aujourd'hui, le bol de maïs, le bol d'haricots, l'huile, le sucre, le lait pic, bref, tout ce qui était, les choses, les prix galopent. Les prix galopent. Le Togolais est à bout de souffle. Et là où nous nous posons la grande question, entre-temps, aujourd'hui, on a voulu nous montrer à travers cette gouvernance qu'ils ont nommée gouverner autrement, ou la gouvernance sociale des femmes à la tête des institutions. Entre-temps, nous leur avons accordé le bénéfice du doute, parce qu'on s'est dit que ce sont des femmes, ce sont nos mamans, avec leur instinct de mère, qu'elles devraient tout faire parce qu'elles connaissent la souffrance. Dans une maison, dans un foyer, si la misère dévore, celle qui subit le plus, ce sont nos mamans. C'est la femme qui subit le plus. Donc, entre-temps, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, une femme, on s'est dit qu'à Dieu merci. Dans le gouvernement, nous avons au moins 6 à 7 femmes. On s'est dit non, cette fois-ci, c'est la bonne. Les femmes vont prendre des dispositions qui s'imposent pour soulager les peines de nos mamans, de nos foyers, de nos enfants. Mais à notre grande surprise, c'est le fiasco total. La situation est devenue ingérable. La situation est devenue ingérable. Oui, plus loin, les gens me disent que jusqu'à présent, certains pays de la sous-région sont en train d'augmenter le prix à la pompe, hein, des produits pétroliers. S'il vous plaît, le Togo traîne parce qu'ils observent quel est le salaire du fonctionnaire togolais par rapport à celui du Béninois. S'il vous plaît, comparaison n'est pas raison. Si le Bénin augmente les prix à la pompe, le Togo traîne parce qu'ils savent, ils sont conscients. Je donne un exemple triste que tout le monde maîtrise le mieux. Le bachelier enseignant béninois, son salaire fait le double du salaire de l'enseignant togolais. Donc si entre-temps, au Bénin, on ramène le prix du carburant à 600 francs, et les Togolais se demandent pourquoi au Togo, pour le moment, on n'augmente pas. Mes amis, faisons un effort. Faisons un effort. C'est-à-dire, si aujourd'hui, la seule solution qui vaille, si on prend les dispositions pour augmenter le prix à la pompe des produits pétroliers, c'est que d'emblée, on est obligé de réajuster le salaire. C'est pourquoi nous avons dit, en réalité, pour sortir de cette situation, de cette misère qui nous a été imposée à 200, il faut harmoniser les salaires. Si tel est le cas, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a fluctuation au niveau du Bénin, au niveau du Burkina, du Ghana, des pays voisins immédiats, en ce moment, les Togolais ne vont plus dire « Ah, pourquoi on augmente au Bénin, on n'augmente pas au Togo ?» Aujourd'hui, eux-mêmes s'interrogent. Avec ce maigre salaire, des salaires inadaptés, si nous osons encore augmenter le prix à la pompe, c'est que finalement, le Togolais va vivre comment? Les Togolais ont de la peine. Les quelques fonctionnaires que nous avons sur 8 millions d'individus, nous n'avons pas au-delà de 60 000 fonctionnaires. Vous me permettez de donner ce nombre parce qu'à chaque fois qu'il y a eu le recensement des fonctionnaires de l'État, on n'a jamais donné le chiffre exact. Donc tout le monde se trouve aujourd'hui dans des subjectivités. Nous tournons autour de 60 000 fonctionnaires pour une population de 8 millions d'individus. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une goutte d'huile dans la mer. Ce qui fait que tout le monde se dit qu'en principe,
On pouvait doubler le salaire des fonctionnaires togolais pour leur permettre, parce que quand un fonctionnaire est bien payé, ça impacte directement sur la population. Mais si tel n'est pas le cas, c'est le contraire. La preuve aujourd'hui, le fonctionnaire togolais a de la peine pour pouvoir joindre les deux bouts. Que dirons-nous de ceux-là qui sont des éternels chômeurs? Sur 8 millions d'individus, à peine 60 000 sont des fonctionnaires et qui n'ont pas de salaire digne de ce nom. Mes amis, nous ne sommes pas contre des individus. Et plus loin par rapport à votre deuxième question sur le CPC, la position de la DMK est claire. Nous ne voulons pas encore, nous n'allons pas accepter de nous ridiculiser. Nous n'allons pas accepter de nous ridiculiser. Nous avons un grand respect pour des gens. Mes amis, à un moment donné, devant des situations d'une extrême gravité, il faut avoir le courage de prendre des décisions courageuses. On va à un dialogue sans poser des préalables, sans que tous les acteurs ne puissent s'entendre pour proposer leur collège, leur comité directoire du dialogue. Quand on veut faire un dialogue, ce n'est pas un parti politique qui choisit qui il veut. Non, non. Là, en ce moment, on ne recherche plus le consensus national. Si vous voulez faire un dialogue digne de ce nom, pour trouver des solutions durables, idoines et honorables, ce n'est pas un seul parti qui se met pour proposer quelques éléments. Non, c'est de façon consensuelle qu'on cherche des individus dont leur probité morale puisse convaincre les autres. Et aujourd'hui, le dialogue, le CPC dont ils sont en train d'organiser, c'est juste par rapport aux élections. Si ce n'est pas par rapport aux élections, pourquoi on exclut la société civile? Pourquoi on exclut l'armée? Notre problème, c'est l'armée aujourd'hui. Notre problème, c'est les forces de défense et de sécurité. Pour un dialogue digne de ce nom, qui puisse permettre les Togolais de sortir de cette grave crise sociopolitique, en reprenant les termes du G5, nous avons besoin de toutes les composantes de la nation. Les partis politiques, la société civile, l'armée, toutes les institutions doivent être représentées. Les chefs traditionnels doivent être représentés. Toutes les couches, les étudiants doivent être représentés. Et à partir de là, on peut trouver ce qui fait que le Togo est bloqué. Parce que tous les pays de la sous-région, quand vous rentrez au Bénin aujourd'hui, mes amis, on sait dans 5 ans, 10 ans où ils vont. Au Ghana, on sait dans 5 ans, 10 ans, ils vont. Mais au Togo, regardez l'état de nos villes. L'état de nos villes. Aucune entreprise, quand vous prenez nos préfectures, nos régions, rien, rien. Ce n'est pas ça, la gouvernance. Je veux faire du mal à tel ou à tel. Non, c'est le pays que vous bloquez. Et ce qui est marrant, vous me permettez, j'ai un grand respect pour M. Jean-Pierre Fabre. C'est un monsieur toute sa vie qui a lutté et qui continue de lutter. Mais tenez-vous bien, après ces élections présidentielles, que tout le monde a contesté par rapport aux résultats imposés par la CENI et la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Fabre se retrouve avec 4%. Tout le monde sait qu'en réalité, si tout est clair, il mérite plus que ça. Mais aujourd'hui, qui dirige, qui parraine le CPC? En termes de représentabilité, M. Guéritama ne peut pas lever le petit doigt devant Jean-Pierre Fabre. C'est-à-dire, si les conditions étaient bien réunies, Jean-Pierre Fabre ne peut pas être aujourd'hui agenouillé devant M. Guéritama. C'est pourquoi je demande aux gens, si vous avez l'intention de défendre le peuple, il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas commettre. Moi, j'ai un grand respect pour M. Jean-Pierre Fabre. Et je lui demande de se retirer de ce CPC. Parce que nous méritons mieux. Quelqu'un qui a eu 4% après une élection présidentielle dont les résultats sont contestés par tous, ne peut pas aller devant quelqu'un qui n'a pas pu avoir à une élection 1 ou 2%. En politique, il y a une question fondamentale qu'il ne faut jamais négliger. C'est la question de la représentabilité. Il est troisième après ces élections du 22 février 2020, selon les résultats de la CENI que tout le monde conteste. Mais aujourd'hui, qui dirige le CPC? Qui parraine le CPC? Devant qui il s'agenouille? Mes amis, il y a la dignité. Il y a la dignité par-dessus tout. Il y a l'amour de soi et l'honneur qu'on accorde à son parti, à ses militants, à ses sympathisants. On ne doit pas s'agenouiller, se ridiculiser, se rabaisser jusqu'à ce point. J'ai du respect pour les gens. Quand on se retrouve ensemble, on doit savoir qui est qui. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Tous ceux qui se retrouvent là-bas, tous ceux qui ont participé aux élections du 22 février vont. Jean-Pierre Fabre a au moins 4% selon les résultats contestés de la CENI. Mais au nom de quoi? Il fait du mal à qui? Il fait du mal à qui? De toutes les façons, la position de la DMK est claire. Nous voulons un dialogue, mais un dialogue digne de ce nom. Si les gens avaient à cœur la défense de l'intérêt général de notre pays, on n'avait même pas besoin de dire à M. Faure d'aller chercher à s'entendre avec Agboime Kodjo pour débloquer cette situation. Je m'explique. L'UNIR a des éléments derrière lui, des militants derrière lui. Agboime Kodjo aussi représente une force aujourd'hui. Agboime d'hier n'est pas Agboime d'aujourd'hui. Après les élections du 22 février 2020, les cartes politiques ont changé de forme et de position. Agboime aujourd'hui n'est plus le même qu'on a connu entre-temps. D'où la nécessité de trouver une solution. Il occupe une place centrale dans le jeu politique de notre pays aujourd'hui. On lui doit respect et obéissance. On ne peut pas aujourd'hui prendre des décisions qui touchent toute la nation sans tenir compte de la position d'Agboime Kodjo, de la DMK. Ça, c'est capital. Quelle solution on veut apporter? Si nous voulons du dilatoire, nous voulons de la duplicité, nous voulons les mensonges, aller toujours à une élection et à la fin, les mêmes problèmes s'entassent, ça bloque l'avenir du pays. Je crois que les acteurs politiques qui se livrent à ce jeu, le peuple vous observe. Vous êtes à l'origine de la misère des Togolais. Vous êtes à l'origine du blocage du pays. Vous êtes à l'origine de la non-avancée de notre pays. Je demande aux gens, ce n'est pas encore tard. Il faut que les gens se ressaisissent. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et ceux-là, plus loin, qui pensent qu'il faut résoudre les problèmes des Togolais par des menaces, des intimidations. Je vais t'écraser, je vais te détruire. De toutes les façons, je dis aux gens que nul n'est assez fort pour être toujours fort. Si sa force n'est pas traduite en loi. Et plus loin, il faut que les gens comprennent ceci. L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Il faut que les gens respectent les lois. Il faut que les gens respectent la Constitution, surtout celle de 1992. Je reviens sur l'article 75 de la Constitution modifiée, où on dit qu'aucun chef d'État ne sera poursuivi. Quel plaisir, qu'est-ce que nous gagnons en voulant poursuivre un jour, M. Faure? Non, non, s'il vous plaît, les Togolais sont tolérants et patients. Je le dis et je le dirai toujours. Mais il ne faut pas se laisser emporter par le temps. En politique, il faut anticiper. Il faut trouver des solutions consensuelles. C'est pourquoi je dis, allons vers la recherche du consensus national. C'est ça qui protège tout le monde. C'est ça qui protège tout le monde. C'est ici, Nakamba a brillé en disant aux Togolais que les lois ne sont pas des monuments. On peut à tout moment les toiletter. Mais quand vous recherchez le consensus national, vous n'avez plus besoin de chercher à vous cacher derrière des lois taillées sur mesure. Deux poids, deux mesures, ce n'est pas la solution. Ça ne protège pas. Il faut chercher des lois durables, des lois qui résistent dans le temps. Que de vouloir faire un forcing. Agboime incarne en lui une grande partie de la population togolaise. Unir aujourd'hui aussi à quelques éléments qui aujourd'hui soutiennent Unir. Mes amis, vous savez, quand vous dirigez un pays pour la minorité, en faveur de la minorité, et que vous-même vous le reconnaissez, à un moment donné, vous ne pouvez plus convaincre la majorité. C'est-à-dire, même ton chien, si tu ne lui donnes pas à manger, à un moment donné, il va te tourner le dos. Le programme de société d'Agboime Kodjo lors des élections présidentielles, c'est ça qui a convaincu les Togolais. Les gens ont toujours été aux élections sans pouvoir proposer quelque chose de concret. Cela n'a pas été le cas pour Agboime Kodjo. Il a proposé un projet de société qui a convaincu tout le monde de part et d'autre. C'est ça la politique. Les gens, je me rappelle, dans le passé, on scandait seulement 50 ans, ça suffit. Mais Agboime Kodjo a fait des propositions concrètes. Et ça prouve à suffisance qu'il connaît les malaises, les problèmes des Togolais. C'est ça, un visionnaire. On peut tout reprocher à M. Agboime Kodjo. Il a la vision, la qualité, le cœur de gérer le Togo. C'est un fils de paysan. C'est un enfant qui est sorti de nulle part de la misère. Il connaît la misère, il connaît l'homme, il connaît ce que c'est que la souffrance. Voilà, nous avons besoin de tout le monde. Il faut prendre de tous les côtés
tous les fils de ce pays, toutes les compétences de ce pays, pour que nous puissions proposer quelque chose de concret, pour que dans les jours à venir, qu'on sorte de cette manière de se comporter comme si au Togo, on n'avait pas d'intellectuels. La haine. Je vais faire du mal à tel. Si ce n'est pas moi, alors là, ça n'a qu'à attendre. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Donc, je voudrais m'arrêter ici en disant à ceux-là qui savent pertinemment que leur force est sans issue. C'est sans issue. Sauf que s'ils décident de faire souffrir les Togolais, le sadisme, le masochisme, faire souffrir les Togolais, et avant de revenir, peut-être quand il y a élection, ils reviennent avec des miettes, des dons. Non, quand tout le monde vit bien, on n'a pas besoin de dons, on n'a pas besoin de cadeaux. Si les Togolais, tous les Togolais ont le minimum vital, on n'a pas besoin des cadeaux. Donc, je crois que nous sommes arrivés à un point de non-retour. Les données ont changé. Chaque Togolais, à chaque seconde, est au parfum de tout ce qui se passe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se comporter comme hier. Nous sommes à l'heure de l'information. Nous sommes à l'heure de l'ouverture des esprits. Nous sommes à l'heure de l'évolution des consciences. Il faut que les gens reviennent à la raison et qu'ensemble, qu'on aille chercher les vraies solutions pour résoudre le problème du Togo et remettre le Togo sur de nouvelles bases. Je voudrais finir pour interpeller certains de nos cadres, de nos frères togolais, qui sont des gens bien reconnus, dans la diaspora surtout, pas des moindres, qui sont contraints à l'exil, ou du moins qui ont choisi d'être hors du pays, qui ont gardé le silence. Face à cette situation, les gens ont gardé le silence. C'est de l'omerta, un silence coupable. Des gens doivent se lever par tous les moyens pour qu'on trouve des solutions au mal togolais. Que Dieu bénisse le Togo. Voilà un peu ce que je voulais dire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.